Bonjour à toutes et à tous. Récemment, j'ai lu des livres qui portaient sur les violences faites aux femmes dans des sociétés patriarcales violentes et j'ai eu envie en fait de vous en parler dans une vidéo dédiée. Et en les lisant, en fait, j'ai eu envie de sortir de ma bibliothèque d'autres livres que j'avais lus ces dernières années qui portaient aussi sur ce thème et qui m'avaient particulièrement plu. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait 4 livres qui sont très récents puisqu'ils ont été écrits au XXIe siècle et 2 classiques. Et parmi les auteurs présentés, il y aura 4 autrices et 2 auteurs. Donc le premier livre dont je vais vous parler s'appelle Les Graciés de Kiran Millwood Hargrave. Il s'agit ici d'une autrice anglaise née en 1990 qui a écrit aussi bien de la poésie que des romans. Et ici, elle s'inspire dans son histoire d'un fait divers réel qui a eu lieu en 1617 en Norvège, dans une petite île de pêcheurs qui s'appelle Vardø. Donc je vous mettrai une carte, c'est vraiment dans une partie très très excentrée de la Norvège. Il y a eu une tempête aussi soudaine que meurtrière, puisque tous les hommes de cette île sont morts en mer au cours de cette tempête, donc aussi bien les pères, les frères, les maris. Donc ne restait plus que les femmes et les enfants et les vieillards. Donc les femmes en fait ont dû assurer leur survie sans les hommes. Quelques années après, alors qu'elles commencent, excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais à sortir un peu la tête de l'eau, à ce moment-là est nommé sur l'île par le seigneur de Vardø un nouveau pasteur qui entend appliquer avec zèle le nouveau décret sur la sorcellerie. Donc autant vous dire qu'un pasteur obsédé par la sorcellerie qui débarque sur une île où les femmes s'autogèrent sans les hommes, voilà, ça va pas très bien se passer. Donc on suit en fait 4 personnages principalement, même s'il y en a d'autres. D'abord Maren, qui est un peu le narrateur principal de l'histoire, même si ça n'est pas la seule. Maren, c'est une jeune fille qui a perdu son père, son frère, son fiancé dans la tempête. Ensuite, il y a Ursula, alias Ursa, qui est une jeune fille de la ville, qui a été élevée dans un confort relatif et dans un petit huis clos avec son père et sa sœur infirme. Et elle se retrouve mariée au pasteur nommé sur l'île de Vardø. Donc en fait, elle change complètement de monde. Elle découvre cette île très pauvre et ces femmes qui s'entraident. Et en même temps, elle vit dans l'ombre de son mari dont elle a très peur et qu'elle déteste. Donc son mari, c'est Absalom Cornet, c'est un pasteur écossais qui s'est fait connaître pour sa participation à un procès de sorcellerie. Et en fait, il est très désireux de s'élever dans la hiérarchie du clergé. Alors je sais pas si on peut vraiment parler de clergé dans le cadre du protestantisme, mais en tout cas, il est vraiment désireux de se faire bien voir des autorités locales et il applique de manière zélée et même fanatique, on peut le dire, la chasse aux sorcières. Et enfin, le 4e personnage à noter, c'est Kirsten. C'est une des femmes de l'île qui, en fait, après la tempête, prend le lead sur les autres femmes pour les aider à survivre. Et évidemment, quand il y a un leader, il y a aussi des jaloux. Donc je vous laisserai découvrir le sort de ces 4 personnes. Donc pour écrire ce livre, l'autrice s'est inspirée de sa visite au mémorial de Steinnesset, qui est un mémorial qui a été réalisé par l'artiste Louise Bourgeois et l'architecte Peter Zumthor. C'est un mémorial qui entend commémorer la mémoire des victimes de la chasse aux sorcières, puisque le comté de Vardø en Norvège s'est particulièrement illustré pour son zèle dans cette chasse. On compte en tout 77 femmes et 14 hommes qui sont morts brûlés dans cette chasse aux sorcières, et elle a culminé dans les années 1660-1663 en Norvège, ce qui en fait correspond à 50 ans après les faits racontés dans cette histoire.
mais on voit déjà dans le livre en fait l'hystérie que représente la chasse aux sorcières, puisque rien n'est basé sur la raison, mais juste sur le fanatisme. Les principales victimes de la chasse aux sorcières, ce sont évidemment les femmes, mais également les Samis. Donc les Samis, moi je les connaissais sous le nom de Lapons, mais en fait j'ai appris qu'il fallait pas dire Lapon, puisque Lapon ça veut dire porteur de haillons, donc c'est une insulte. Et leur pays, qu'on appelait Laponie, il faut dire Sapmi, puisque c'est comme ça que eux l'appellent. Donc les Samis, en fait, c'est un peuple d'éleveurs de rennes. Ils font de la transhumance en fait entre différentes régions avec leurs rennes qu'ils élèvent pour se nourrir, pour s'habiller et également pour se déplacer. Et en fait, on les retrouve en Norvège, en Suède, en Finlande, en Russie. Ils ont beaucoup souffert des frontières que mettaient les États entre eux et qui pour eux n'avaient pas de sens, puisque eux se déplaçaient en fonction de la nature. Et donc ils ont été beaucoup persécutés. Ils ont aussi été persécutés pour leur religion, puisqu'ils n'ont pas en tout cas à l'époque, ils n'avaient pas de religion chrétienne. Ils avaient une religion chamanique, je ne sais pas si elle est encore pratiquée de nos jours. Si vous voulez en découvrir plus à propos de la culture Sami, il y a un auteur français de romans policiers qui s'appelle Olivier Truc, qui vit, je sais plus s'il vit en Norvège ou en Finlande, et qui en fait écrit justement sur la culture Sami à travers son enquêteur qui fait partie de la police des rennes. Et donc il est souvent cité pour découvrir cette culture. Également les dessins animés La Reine des Neiges, le 1 et le 2, et particulièrement le 2 je crois, se situent en fait dans la culture Sami. Donc mon avis sur ce livre. Alors c'était très bien, c'était plaisant, ça se lisait bien, je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. Il y avait une jolie histoire d'amour dedans, enfin c'était bien, mais en fait je me suis rendu compte à la lecture que j'étais un peu fatiguée par ce type de lecture, qu'en fait ces histoires qui partent juste éventuellement d'un fait réel, juste d'un constat et d'une colère, à savoir le patriarcat tue, en fait j'en ai un peu ma claque, parce que oui, je suis persuadée, je le vois tous les jours, que le patriarcat tue. Par contre j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, au-delà du constat. Je me rends compte, j'ai envie de lire plutôt des essais actuellement. Voilà, je vais lire bientôt le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. J'aimerais bien lire aussi Le coup de la virilité de Lucie Pétavin. Et en fait, voilà, je me rends compte que ce type de roman, c'est plus vraiment fait pour moi. C'est très bien, donc je n'ai rien à lui reprocher, mais en fait, c'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là. Mais si ça vous donne envie, franchement, allez-y, parce que c'est vraiment très bien, ça vaut vraiment le coup d'être lu comme roman. Voilà, donc c'était Les Graciés de Kieran Millwood Hargrave. Le livre suivant, je ne l'ai pas entre les mains puisqu'on me l'avait prêté et je l'ai rendu. Il s'appelle La poule et son cumin de Zineb Mekouar. Donc Zineb Mekouar, c'est une autrice marocaine qui est née en 1991 à Casablanca et elle vit à Paris depuis 2009. Pour la petite anecdote, elle a fait partie en 2017 de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et depuis elle se consacre plutôt à l'écriture. C'est ici son premier roman qui a été publié chez les éditions J.C. Lattès dans la collection La Grenade, qui met en valeur des nouvelles voix françaises ou hors de France. Et son livre a été finaliste du Goncourt du premier roman, donc on en a un petit peu parlé. En fait, c'est une histoire qui se passe au Maroc et qui suit deux destins de femmes marocaines. D'abord Kenza. Kenza, c'est la petite fille d'un ancien haut fonctionnaire de l'administration d'Hassan II. Donc elle vit dans la richesse et dans l'amour de la culture française. Elle parle l'arabe dialectal marocain, donc je sais pas si on dit le ou la darija. Et elle parle très bien le français, d'ailleurs je crois que chez elle, ils parlent le français. Mais par contre, elle ne parle pas très bien l'arabe classique. Et elle a perdu en fait ses parents jeunes, donc elle est élevée par ses grands-parents. Et ceux-ci ont envie de... Et en fait, ceux-ci, même s'ils l'élèvent dans l'amour de la culture française, ce qu'ils veulent, c'est que ils ont beaucoup d'ambition pour elle et ils veulent qu'elle porte haut les couleurs du Maroc pour ne pas avoir à rougir devant la France. Donc ça, c'est la première, c'est Kenza. Ensuite, il y a Fatia.
et Fathia, c'est la fille de la nourrice de Kenza. Donc en fait, elles vivent sous le même toit, mais pas du tout dans les mêmes conditions, puisque Kenza est la fille des patrons, enfin la petite fille des patrons, et Kenza est la fille de la domestique. Donc elle mange les restes de la famille de Kenza, elle dort sur un matelas, voilà, un matelas très spartiate. Et même si pendant leur enfance et leur adolescence, Kenza et Fathia sont amies, assez rapidement elles sont rattrapées par les réalités sociales, et donc à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, elles se perdent de vue et ne se parlent plus. Mais en fait, elles vont vivre toutes les deux drames qui vont les rapprocher. D'abord, Kenza est partie faire ses études à Paris. Et en fait, elle est victime de la circulaire Guéant en 2011, puisque c'est le moment auquel se passe l'histoire. En fait, la circulaire Guéant, donc je suppose que c'est du nom de Claude Guéant, qui était peut-être ministre de l'Intérieur à l'époque, je me souviens plus. En fait, cette circulaire a réduit drastiquement le nombre de personnes pouvant avoir un visa de séjour. Et le résultat, c'est qu'en fait, énormément de gens, et notamment d'étudiants, se sont retrouvés clandestins du jour au lendemain. Et ça a particulièrement touché les étudiants marocains, puisque les Marocains sont encore aujourd'hui, je crois, la première diaspora étrangère en France. Donc, Kenza, elle avait un amoureux français, un travail en France, elle avait des rêves d'intégration en Europe, et en fait, tout ça est complètement balayé d'un revers de main, et elle doit rentrer au Maroc en catastrophe. Donc ça, c'est le sort de Kenza. Et Fathia, elle est entrée dans une école d'infirmière, d'ailleurs je crois qu'elle est infirmière au début du livre. Et en fait, Fathia, elle a un amoureux, et elle tombe enceinte, et lorsqu'elle l'apprend à son compagnon, il prend la tangente, et en fait, elle se retrouve toute seule. Le problème, c'est qu'on est au Maroc, c'est-à-dire que l'avortement est interdit, et je pense que ça, on n'en a pas vraiment conscience en France, mais là-bas, une femme qui tombe enceinte hors mariage, elle est mise au banc de la société, elle est reniée par sa famille, elle devient une paria. Donc en fait, c'est un véritable déclassement, c'est une mort sociale pour elle. Et donc Fathia se retrouve dans cette situation dramatique, elle essaie de pratiquer un avortement clandestin, ça ne se passe pas bien, et donc elle fait appel en fait à Kenza, son ancienne amie, pour l'aider à trouver une solution. Donc vous l'aurez compris, c'est un livre qui parle de plein de sujets, la place des femmes, la sexualité des jeunes Marocains et Marocaines, le patriarcat, l'immigration, l'émigration, la place du Maroc, la vision que le Maroc a de la France, les relations franco-marocaines. C'est hyper riche comme livre, c'est vraiment très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Je suis allée à plusieurs reprises au Maroc l'an dernier, donc de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on a pu me raconter, ce qui m'a été raconté par des Français qui vivent au Maroc et aussi des Marocains qui vivent au Maroc, visiblement c'est quand même très fidèle à la société marocaine actuelle. Donc voilà, moi après je suis pas spécialiste du Maroc, mais en tout cas visiblement c'est très fidèle. Et moi ça aurait été un coup de cœur si j'avais pas été gênée par l'écriture. En fait, moi j'ai trouvé l'écriture extrêmement plate, ça m'a gênée dans ma lecture, et je me suis dit mince, t'es passé à deux doigts d'un coup de cœur. Après c'est le premier roman de cette autrice, donc je pense qu'il faut encore qu'elle trouve sa voie au niveau de l'écriture, mais franchement je pense que c'est vraiment une autrice à surveiller, parce que c'était extrêmement bien comme livre. Donc je vous le recommande chaudement. Donc c'est La poule et son cumin de Zineb Mekouar. Le troisième livre que j'ai lu récemment sur ce thème, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais sous un autre angle. Donc il s'agit des Mystères du Dolphe d'Anne Radcliffe. En fait j'en ai parlé dans une vidéo où je parlais de gothique, et là je vais l'aborder sous un angle féministe, donc j'espère ne pas être redondante. C'est un livre qui m'avait bien plu parce que, outre le fait que l'histoire est très prenante, j'avais beaucoup aimé en fait les couleurs, les ambiances de ce livre. C'est un livre qui est très chatoyant, il y a de très belles descriptions, et je m'attendais pas du tout à ça, et ça m'avait vraiment très agréablement surprise. Donc pour rappeler l'histoire,
c'est celle de Émilie Saint-Aubert, une jeune fille pure, innocente, qui vit avec ses parents aimants dans un cadre idyllique dans les Pyrénées. Elle a une vie assez retirée. Et en fait, cette vie idyllique trouve sa fin lorsque sa mère meurt et son père, très malade, a besoin d'aller en convalescence dans les Pyrénées, donc elle part en voyage avec lui. Au cours de ce voyage, ils font la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Valancourt, avec qui il se lie d'amitié, et rapidement Émilie tombe amoureuse et cet amour est réciproque. Mais en fait, pendant ce voyage, le père d'Émilie meurt et elle se retrouve à devoir aller vivre avec sa tante à Toulouse. Sa tante est une femme qui est vraiment insensible au charme et aux émotions d'Émilie, puisque Émilie c'est une personne qui est très très émotive. Et en fait, cette tante se remarie à un Italien qui, sous des abords affables, courtisans, cache en fait une personnalité très cruelle. Il les emmène de force dans son château italien, donc qui s'appelle Udolphe. Et en fait, arrivé dans ce château, étant maître des lieux, il fait un chantage odieux à Émilie, puisque il veut qu'elle lui cède tous ses biens et ses propriétés. Et Émilie essaie de lutter contre lui, et pendant ce temps, pendant sa captivité, elle explore le château d'Udolphe qui renferme de nombreux mystères et horreurs. Donc c'est un roman d'apprentissage parce qu'au début, Émilie, c'est une jeune fille pure, innocente, elle vit dans un univers qui est idyllique, un cadre bucolique. Par exemple, il est dit qu'elle va jouer régulièrement du luth au bord de l'eau. C'est une enfant, elle accompagne son père en voyage. Lorsqu'il rencontre Valancourt, assez rapidement, le père leur donne plus ou moins sa bénédiction pour s'aimer, peut-être pour se marier. Et ensuite, lorsqu'elle se retrouve orpheline, elle vit sous la tutelle de sa tante et de son oncle qui gère ses biens, parce qu'elle est mineure. Donc elle est vraiment posée comme étant une jeune fille, pas un tout petit enfant, mais quand même comme une jeune fille, une adolescente. Et elle est obligée de suivre sa tante en Italie. À plusieurs reprises, on essaie de la marier à des personnes en vue de récupérer ses propriétés, mais à chaque fois, elle refuse. Et en fait, dans le chantage qui est opéré sur elle par Montoni, son refus, en fait, c'est sa seule arme, c'est la seule chose qui, avec sa vertu, qui lui permet de résister et d'avoir encore, entre guillemets, de la valeur aux yeux de Montoni. Comme un enfant, elle explore le château, et à un moment, Montoni n'a plus besoin d'elle, donc en fait, il lâche ses amis contre elle, qui la poursuivent à travers le château, très vraisemblablement pour la violer. Lorsqu'elle arrive à se sauver de ce château, elle est recueillie par une famille qui s'appelle les Villefort dans le château de Blangy en Provence. Donc là, elle est sauvée, hein, elle court plus de danger, ils sont très bienveillants avec elle, très gentils, et ils lui demandent de rester, mais par amitié et envie de la protéger, puisqu'elle n'a personne d'autre. Par contre, il la pousse gentiment en fait dans les bras de son sauveur qui s'appelle Dupont, et elle arrive pas à oublier Valancourt, donc voilà, pour l'instant elle souhaite pas se donner à Dupont. En fait, quand toutes les apparences du bonheur sont devant elle ne cède rien, elle écoute sa conscience, et en fait je trouve que c'est là qu'elle force le respect, puisque elle est désireuse de rester maîtresse d'elle-même, maîtresse de ses biens, et d'agir en fait selon son bon vouloir et son éthique personnelle, et ça c'est vraiment important dans la fin du livre. Et elle ne veut dépendre d'aucun homme et se donner comme elle le veut et à qui elle le veut. Et ça en fait c'est une progression qu'on voit petit à petit dans le livre et qui apparaît particulièrement à la fin, où on se dit ouh là là, elle est bien loin, la jeune Émilie, qui était si jeune et si innocente. Elle a gardé sa pureté, mais elle a perdu un peu en innocence avec tout ce qu'elle a vécu. Mais elle en a gagné une force qui je trouve, voilà, est assez impressionnante. Et finalement, au-delà de l'aspect gothique dont j'ai pu parler dans une autre vidéo, c'est quand même vraiment l'histoire aussi d'une femme, de l'empowerment d'une femme qui en fait, grâce à sa ténacité et sa vertu, arrive à tirer son épingle du jeu, et j'ai trouvé que ça méritait d'être signalé dans cette vidéo.
Donc c'est Les Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe. Donc je vous ai présenté 3 livres que j'avais lus récemment sur le thème des violences faites aux femmes dans des sociétés patriarcales violentes. Et j'ai eu envie de ressortir des livres que j'avais lus il y a quelques années sur ce même thème. Et je pense que le grand livre sur les violences faites aux femmes dans des sociétés patriarcales et où les femmes arrivent à retourner cette violence pour en faire en fait une arme, c'est quand même celui-ci, c'est La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Donc Nathaniel Hawthorne, c'est un auteur qui est né en 1804 à Salem dans le Massachusetts aux États-Unis. Il est mort en 1864 à Plymouth dans le New Hampshire, c'est juste à côté. C'était l'ami de grands auteurs de l'époque qui venaient tous du Massachusetts, notamment les auteurs transcendantalistes Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau. Henry David Thoreau qui, si vous me suivez un peu, n'est pas exactement mon grand ami. Mais également Herman Melville ou Henry Longfellow. Donc Nathaniel Hawthorne, il a écrit 4 romans et nouvelles, parmi les romans celui-ci. Il utilise souvent une ambiance gothique qu'on retrouve dans ses contes et également dans La Maison aux 7 pignons, un de ses romans. On parle parfois à propos de Hawthorne d'un gothique provincial. Il aime aussi explorer l'histoire des États-Unis, ce qu'il fait dans La Lettre écarlate, et dans La Lettre écarlate également, il explore, en fait, il critique très violemment le puritanisme des premières colonies américaines. Donc le puritanisme, de nos jours en fait, c'est un mot qu'on emploie de manière négative pour désigner finalement une rigueur morale qui a des bases religieuses et qui vise en fait à contraindre la liberté et également la vie des individus et particulièrement des minorités. Les synonymes de nos jours, ça serait la pudibonderie, le rigorisme, la bigoterie même. Mais en fait, à l'époque où se situe la lettre écarlate, c'est surtout une réalité politique en Angleterre. Donc en Angleterre, en fait, au cours de la réforme protestante, il y avait des gens qui en fait souhaitaient aller plus loin que cette réforme protestante, qui entendaient purifier l'Église d'Angleterre de toute trace de son catholicisme historique. Par exemple, il y a eu une période pendant laquelle le puritanisme ayant le vent en poupe, fêter Noël a été interdit pendant 15 ans. Donc, pour vous montrer voilà, que ça pouvait aller en fait assez loin, ce puritanisme, et les puritains trouvaient que globalement, les pouvoirs royaux, les pouvoirs religieux, donc l'église anglicane, n'allaient pas assez loin dans cette purification, dans cette réforme protestante, et à force en fait de critiques, ils se sont retrouvés en butte avec ces pouvoirs royaux et ecclésiastiques. Ils ont été contraints de s'exiler et ont formé les premiers grands contingents d'émigrés en Amérique du Nord. En 1648 a été fondée la colonie de Plymouth et de la baie du Massachusetts. Et cette zone, en fait, est le berceau de l'église congrégationaliste et c'est dans cette zone que 200 ans plus tard, Nathaniel Hawthorne naîtra et vivra. Donc les ancêtres d'Hawthorne, en fait, ils se sont fait remarquer à plusieurs reprises pour leur puritanisme sévère et également pour leur participation au procès des sorcières de Salem, puisque un de ses ancêtres, John Hawthorne, était juge assesseur à ce procès, et d'ailleurs c'était le seul juge assesseur qui n'a jamais regretté sa participation et sa sévérité dans le procès des sorcières de Salem. Donc Nathaniel Hawthorne se retrouve honteux de cet héritage et d'ailleurs a changé son nom puisqu'il a fait ajouter le W entre le A et le T. Alors il faut se garder d'avoir une lecture uniquement biographique de l'œuvre de Hawthorne, mais tout ce passé a eu une influence sur son écriture et sur les thèmes qu'il a pu aborder, puisqu'il fait une dénonciation violente de ce puritanisme dans La Lettre écarlate, et dans La Maison aux 7 pignons par exemple, il parle d'une malédiction familiale qui est liée au crime d'un ancêtre.
Donc on retrouve en creux son histoire personnelle dans son œuvre. Donc La Lettre écarlate, c'est un roman qui a eu un énorme succès et qui a été un best-seller dès sa sortie, ce qui a permis à Nathaniel Hawthorne de vivre de sa plume et on s'en réjouit. C'est une œuvre qui a été saluée pour sa grande finesse psychologique, pour sa pureté morale, pour son sentimentalisme. En fait, il raconte l'histoire de 4 personnages. En fait, l'héroïne principale, Esther Prynne, c'est celle qu'on voit ici. Esther, en fait, c'est une jeune femme qui vit seule et elle se retrouve enceinte hors mariage. Et c'est totalement interdit dans cette société très corsetée. Et en fait, elle est mise au pilori et condamnée à porter sur sa poitrine jusqu'à la fin de ses jours une lettre A rouge brodée sur ses habits qui signifie adultère. Donc en fait, portant cette marque infamante, elle est mise au banc de la société, victime de toutes les humiliations, de toutes les attaques, etc. Sa fille s'appelle Pearl et elle est élevée avec elle à l'écart du village. Et en fait, lorsqu'elle est mise au pilori et qu'elle est sommée, mais elle refuse de dire le nom de son amant, parmi la foule, il y a un personnage qui ne révèle pas son vrai nom. Il se fait appeler Roger Chillingworth. C'est en fait le mari d'Esther, mais qui n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs années. Il est allé vivre chez les Indiens, et là il revient, il se fait passer pour un médecin guérisseur. Il s'installe au village, et en fait il va voir Esther en prison, et lui dit « Bon bah voilà, tu m'as trompé, tu es puni de devoir porter cette lettre A. Par contre, en fait, tu n'es pas la seule à avoir commis ce crime, et en fait, moi j'entends faire payer au père de cet enfant, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui sois puni, il est aussi responsable. » Et assez rapidement, en fait, Roger se met à suspecter Arthur Dimmesdale, qui est le pasteur de la communauté puritaine où se passe l'histoire. Et en fait, c'est un pasteur qui est très aimé par ses brebis. Il est considéré comme très bon, excellent orateur, un peu mystique et extrêmement bon avec tout le monde, qui soit de grands chrétiens ou de sombres pécheurs. Donc en fait, l'héroïne c'est Esther, parce que Esther elle utilise en fait sa lettre, elle en fait une force, ça lui permet de gagner en pureté morale, et elle se dédie aux autres, mais elle fait aussi elle fait aussi une arme, presque un blason de sa lettre, puisque autour du A elle brode des fils dorés, donnant en fait rehaussant la couleur de cette lettre infamante, et qu'elle rend presque belle. Et même si elle est l'héroïne, d'une certaine manière on peut considérer que le livre montre comment Esther par son amour et Roger par sa haine, en fait, essaient chacun de tirer à eux le pasteur Arthur Dimmesdale pour soit le sauver, soit le condamner. Et donc en fait c'est la lutte de ces 3 personnages dans cette société très intolérante qui est racontée. Pour vous donner un aperçu de la violence dans laquelle vit cette société, je vais vous lire un extrait qui correspond au début de l'histoire, puisqu'au début, la première scène, c'est la scène où Esther est mise au pilori et apparaît pour la première fois aux yeux du village avec son A, et où on lui somme devant tout le monde de dire le nom du père, ce qu'elle tait. Donc je vous lis en fait, avant qu'elle apparaisse, la discussion que peuvent avoir des personnes dans la foule. « Voisine, déclara une quinquagénaire au trait dur, laissez un brin que je vous dise mon avis. Pour moi, il serait bel et bon pour la communauté qu'on s'en remît à nous autres, femmes d'âge et fidèles, bien réputées de l'Église, du soin de punir des pécheresses comme cette Esther Prynne. Que vous en semble, mes commères,
Si cette coquine avait passé en jugement devant nous autres 5 que voici, s'en fût-elle tirée avec la sentence que rendirent nos dignes magistrats? Par ma foi, je gage bien que non. J'ai ouï dire, remarqua une autre, que son pieux pasteur, le révérend Dimmesdale, prend fort grièvement à cœur que pareil scandale ait éclaté parmi les brebis de son troupeau. Les magistrats sont de bons seigneurs craignant Dieu, mais trop cléments de beaucoup, commenta une 3e dame en son automne. Ils auraient à tout le moins dû lui marquer le front au fer rouge. Madame Esther aurait alors, par ma foi, tressauté un brin, tandis qu'elle ne se souciera mis l'effrontée drôlesse de ce qu'ils lui pourront mettre au corsage. Vous verrez qu'elle l'ira sceller d'une broche autre ornement de païenne et marchera ensuite par les rues aussi pimpantes que devant. Ah, mais, protesta avec plus de douceur une jeune femme qui tenait un enfant par la main, elle aura beau sceller la marque à sa fantaisie, elle pâtira toujours dessous d'une brûlure au cœur. Ouais, que devisons-nous de marques et de brûlures sur le corps de sa robe ou la peau de son front? Cria la plus laide en même temps que la plus impitoyable de ces spectatrices en train de s'ériger en tribunal. Cette femme a attiré la honte sur nous toutes, et bien mériterait la mort. N'y a-t-il point de loi qui l'y condamne? Si fait, et tant en l'écriture qu'en notre code. Que les magistrats qui n'ont su l'appliquer ne s'en prennent qu'à eux si leurs épouses et leurs filles demain sortent du droit chemin. Miséricorde, ma commère, s'écria un des hommes de la foule. N'y a-t-il donc pas de vertu en la femme hors celle qu'inspire la saine terreur du gibet? Voici bien la plus âpre parole. Mais paix à présent, voisine, car la clé tourne en la serrure, et madame Esther va sortir en personne. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, et je me souviens que je l'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé très beau. Et en fait, en me replongeant dedans, je l'ai relu en diagonale pour préparer cette vidéo. En fait, j'ai été mais encore plus éblouie par sa force, par sa pureté, par son écriture mais sublime, par la complexité de la psychologie des personnages. Mais vraiment, c'est un joyau ce livre. Il y a des scènes qui sont très très belles, qui sont extrêmement visuelles. La première scène dont je vous ai lu un extrait, également la scène dans la forêt, la scène finale, c'est vraiment mais magnifique. C'est vraiment, je pense que c'est un livre sublime. Il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques qui sont pas toutes très bonnes, mais celle qui est considérée comme étant la meilleure, c'est celle de 1926. C'est un film muet qui a été réalisé par Victor Sjöström, alors je suis pas sûre de bien prononcer son nom, avec Liliane Gish, Lars Hanson, etc. C'est de ce film que proviennent les images que je vous ai mises. Alors, si vous voulez voir ce film, en fait, vous pouvez trouver la version complète, mais sans le fond musical, sur la page Wikipédia en anglais, donc je vais vous mettre le lien. Aux États-Unis, ce film est tombé dans le domaine public, mais ça n'est pas le cas en France. J'essaie, dans toutes mes vidéos, d'être ultra irréprochable sur la question du droit d'auteur et de pas vous mettre des choses qui sont sous droit alors que je ne paierai pas des droits. Là, j'avoue, j'ai fait une petite entorse puisque j'ai mis des images de ce film qui est encore sous droit chez nous. Mais comme il est plus sous droit aux États-Unis, je me suis dit que voilà. Donc si vous connaissez pas ce livre, La Lettre écarlate, franchement, je vous le recommande mais très 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 chaudement. C'est vraiment vraiment un livre magnifique. C'est un livre que moi j'adore et dans lequel j'ai été ravie de me replonger. Le livre suivant dont je vais parler s'appelle L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt. C'est un livre qui a eu beaucoup de prix à sa sortie. Il a eu le Renaudot des lycéens en 2014, le prix Roman France Télévisions en 2014, le prix des étudiants France Culture Télérama en 2015. Alors je crois, j'en suis pas sûre, qu'il est basé sur une histoire réelle puisque à sa sortie en 2014, Éric Reinhardt a expliqué avoir rencontré dans un train une femme qui, l'ayant reconnu comme étant un auteur, lui a demandé de raconter son histoire et ça a donné le personnage de Bénédicte Ombredane. Et en fait, à la sortie du livre, Éric Reinhardt a été attaqué en justice pour plagiat par une femme qui disait que il s'était trop inspiré de son histoire et de ses écrits personnels, lettres ou journaux intimes, etc. Donc voilà,
Je suis pas sûre d'avoir très bien compris les tenants et les aboutissants de toute cette histoire, mais en tout cas, je crois que c'est basé sur une histoire réelle. Et c'est l'histoire de la violence domestique, de la violence conjugale, puisque, en fait, dans cette histoire, l'héroïne Bénédicte, c'est une prof de lettres dans le Grand Est, qui, un soir, rentre et, en fait, trouve son mari prostré dans sa chambre. Et il lui dit qu'en fait, il a vécu une expérience terrible puisqu'il écoutait la radio, France Inter, je crois, une émission qui parlait en fait de la violence psychologique dans le couple et du harcèlement psychologique dans le couple, avec des témoignages, des experts, etc. Et en fait, lui, s'est complètement reconnu comme étant le harceleur. Et donc il confie ça à sa femme, et en fait, sa femme a une espèce de révélation et se dit mais en fait toute la douleur que je vivais depuis des années où mon mari me disait que non c'était juste mon imagination de femme stupide et émotive, en fait non, je suis bien une victime de harcèlement psychologique de la part de mon mari. Et prise d'un élan, en fait elle s'inscrit le soir même sur un site de rencontre et elle rencontre un homme par le biais de ce site, et en fait elle va vivre une journée mais d'amour fou avec Christian, je crois qu'il s'appelle, avec cet homme. Voilà, elle va vivre de l'amour charnel, une connexion intellectuelle incroyable. Et à l'issue de cette journée, elle va retourner chez elle, auprès de son mari, ses enfants, sa vie, son travail. Et en fait, son mari se doute qu'il s'est passé quelque chose et décide de lui faire avouer. Et donc c'est la descente aux enfers pour cette femme. Donc le titre du livre, en fait, il vient d'une citation que je trouve très belle dans le livre. En fait, c'est l'héroïne qui à un moment dit « J'aime les choses profondes comme l'amour et les forêts ». Voilà, j'aime beaucoup cette phrase que je n'ai pas oubliée depuis que je l'ai lue. Les 20 premières pages de ce livre sont assommantes. Franchement, j'ai failli arrêter en les lisant tellement c'était chiant, on va le dire. Et en fait, après ça devient magnifique comme livre. C'est vraiment un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué, auquel je repense souvent. Je l'ai lu il y a 6 ans à peu près. Et même si je l'aime beaucoup, par contre, c'est un livre qui est extrêmement éprouvant. Pour moi, c'est comme 1984, c'est-à-dire de George Orwell. C'est-à-dire un livre incroyable qui vous marque à vie, mais qui est vraiment très éprouvant à lire parce que ça parle de vraiment la violence psychologique, la violence physique d'un mari sur sa femme. Et en fait, l'auteur retranscrit très bien toutes les étapes de la descente aux enfers, je vous en dirai pas plus. Il y a des très belles pages sur l'amour, que ça soit au moment de la rencontre avec Christian, à la fin également. Ouais, il y a de très belles pages, mais c'est un livre qui est quand même un petit peu éprouvant. Quand je l'ai lu, j'en avais parlé à une de mes copines qui, en fait, avait réagi très négativement. Elle n'avait pas lu le livre en me disant « Oh là là, c'est pas possible, encore un homme qui parle des violences faites aux femmes et notamment du viol ». Et je suis d'accord sur le fait que parfois, en fait, c'est terrible parce que les femmes dénoncent des violences dont elles sont victimes et en fait, elles sont pas prises au sérieux et c'est quand les hommes en parlent que soudainement on se dit « Ah oui, putain, c'est un problème, c'est incroyable ». Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi avec le fait que ce serait bien de lire plus de femmes, etc. Mais pour autant, je pense qu'il faut pas se restreindre de le lire juste parce que c'est un homme. Il a le droit d'avoir un avis sur le sujet. Et en plus, c'est un auteur, Eric Reinhardt, que aussi bien en le lisant que toutes les fois où je l'ai entendu en interview, il a une façon de parler des femmes qui est assez rare en fait, je trouve, dans les médias. Je connais pas sa vie et ça m'intéresse pas, mais on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui aime les femmes, qui les respecte, qui les estime, et je trouve que ça s'en ressent en fait, et je trouve extrêmement respectueux dans ses écrits. Il y a juste une scène qui moi m'avait gênée, une scène de sexe que j'ai trouvée pas très bien tournée, où vraiment on sentait que c'était un mec qui écrivait, mais mis à part ça, vraiment c'est un très beau livre que moi je vous conseille énormément, et ça me paraît pas constructif de se restreindre juste parce que c'est un homme qui en parle, parce que voilà, c'est vraiment un excellent livre.
Donc c'était L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt. Donc le dernier livre dont je voudrais parler s'appelle Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. C'est une autrice américaine née en 1962 et son père est japonais et sa mère est américaine d'origine japonaise. Elle a écrit plusieurs romans dont 3 sont actuellement traduits en France, je crois. Et en fait, dans son premier, Quand l'empereur était un dieu, et dans celui-ci, Certaines n'avaient jamais vu la mer, elle parle d'une réalité qui est assez peu connue. En fait, c'est la déportation des Japonais résidents ou naturalisés américains aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour vous expliciter ce qui s'est passé, en fait, avec l'attaque de Pearl Harbor en 1942, il y a eu aux États-Unis un vent de défiance important contre les Japonais. En fait, on avait peur de l'existence d'une 5e colonne, c'est-à-dire d'agents dormants, d'espions à la solde de l'Empire japonais, qui à un moment se réveillerait et attaquerait de l'intérieur les États-Unis. Donc la suspicion s'est portée sur tous les Japonais présents, qu'ils soient encore de nationalité japonaise ou alors qu'ils soient naturalisés américains parfaitement intégrés. Et environ 120 000 personnes ont été déportées dans des camps. Il y a également des personnes qui plus tard sont devenues connues. On pense par exemple à l'acteur George Takei qui joue dans Star Trek. Il est né en 1937 et il a fait partie des enfants qui ont été déportés. C'était pas des camps d'extermination avec chambres à gaz, etc. Pas du tout, mais c'était quand même des camps de travail et où ils étaient enfermés. Ils ont subi des mauvais traitements, ce dont ont pu attester des observateurs extérieurs, des journalistes et scientifiques notamment. Le dernier camp a fermé en 1946. En 1980, une commission d'enquête déléguée par le président de l'époque, Jimmy Carter, a établi qu'il n'y avait aucune nécessité de défense à déporter toutes ces personnes, mais qu'en fait ce qui a gouverné c'était, je cite, le préjugé racial, l'hystérie de guerre et les ratés du leadership politique. Et en 1988, grâce à une loi du Congrès, les États-Unis présentent leurs excuses et accordent à chaque survivant de ces camps une compensation à hauteur de $20 000. Dans ce livre, il n'y a pas que cet aspect qui soit présent, loin s'en faut. En fait, c'est l'histoire de japonaises de milieu pauvre qui sont, je crois qu'on appelle ça des bride letters, c'est-à-dire des femmes qui se marient par correspondance avec des hommes qu'elles n'ont jamais vus. Et donc, elles se marient avec des Japonais installés aux États-Unis et ça parle de leur émigration. Et en fait, c'est un roman choral où il n'y a aucune héroïne en particulier. Donc au début, c'est un peu perturbant dans la lecture, mais on s'y fait très vite. On parle de leur intégration ou non, de leur vie intime, de leurs rêves brisés ou réalisés, et ça se conclut sur ces déportations dont je vous ai parlé, un peu comme des histoires emportées par le vent. Donc c'est un roman, un roman choral. Il y a un côté un peu chœur antique de toutes ces femmes qui n'ont pas de prénom, mais qui ont toute leur identité dans cette histoire d'immigration. C'est un très beau livre. Moi, je l'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu. Je trouvais qu'il y avait une écriture incantatoire qui était très belle. Le procédé narratif de ce roman choral était très original. Il a eu le prix Féminin étranger en 2012 et je trouve que c'est un prix littéraire, moi, que j'aime bien, le prix Féminin étranger. Je trouve que souvent c'est intéressant les livres qu'il couronnent. Parce que en plus, comme c'est de la littérature étrangère, voilà, moi j'aime beaucoup et je trouve que souvent c'est assez chouette ce qui est choisi. En plus, moi j'adore la couverture, je trouve qu'elle est hyper belle. Elle a été reprise dans certaines éditions de poche, mais pas dans toutes. Et je crois que c'est notamment Folio qui a changé l'image. L'image qu'ils ont mise est jolie, mais je la trouve pas aussi belle que celle-là. Voilà, donc c'est un très très beau livre que je vous recommande chaudement.
Donc c'était certaines n'avaient jamais vu la mère de Julie Otsuka. Donc cette vidéo se termine ici. Alors le hasard du calendrier fait que elle sort en mars. C'était pas voulu de ma part parce que j'avais l'intention de la sortir plutôt au mois de février, mais j'ai pris du retard dans sa préparation. Je trouve ça un peu dommage au mois de mars, alors qu'il y a la journée du 8 mars, de parler voilà, des violences faites aux femmes, comme si les femmes étaient uniquement réduites à leur statut de victime. Mais ici, dans cette vidéo, j'ai voulu montrer qu'elles étaient victimes, mais aussi justement qu'elles devenaient survivantes et qu'elles devenaient actrices de leur propre vie. Donc voilà, il se trouve que c'est sorti en mars, ça n'était pas prémédité. Donc je vous rappelle les titres présentés dans cette vidéo. En premier, Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave. Ensuite, La poule et son cumin de Zinem Mekwar. Les Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe. La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt. Et enfin, Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ça n'est pas fait et à cocher l'icône de la petite cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout de très belles lectures.